2050, ça nous paraît peut-être un peu loin. Donc on va essayer déjà de se projeter d'ici quelques années. Mais je laisse la parole d'abord à nos différents intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Bonjour, Olivier Ramon, je dirige une chaîne de télévision qui s'appelle Grand Lille TV, qui est une chaîne en TNT gratuite, Canal 31. On est en train d'ouvrir une nouvelle chaîne de télévision là, qui s'appelle Grand Littoral TV sur Dunkerque, Calais, Boulogne, Saint-Omer, le Touquet. Par ailleurs, je suis également gérant d'une agence de presse qui s'appelle Prodinfo, qui est fournisseur des chaînes de télévision. Je suis également gérant d'un réseau de radio qui s'appelle Métropolis, en FM, et j'ai été élu président il y a 1 an et demi du CIRTI, du syndicat des radios et télévisions indépendantes, qui regroupe 170 opérateurs sur la France, et de l'association patronale de la radiodiffusion, qui regroupe plus de 800 fréquences sur la France, 800 personnes. C'est assez gros. Voilà, donc je suis beaucoup à Paris. Je suis ravi d'être avec vous. Merci de votre invitation. Bonjour, Martin Régent, donc je suis ingénieur, je travaille chez Orange là depuis quelques mois et je suis passionné d'innovation, donc j'ai travaillé sur le moteur de recherche Orange auparavant, j'ai été chargé d'innovation dans une entreprise qui s'appelle Lornet, que vous connaissez peut-être, qui fait de l'internet par satellite, et à côté de ça j'ai monté plusieurs blogs, j'édite un blog notamment sur le cyclisme et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui tourne autour des médias sociaux, tout ce qui touche à l'innovation sur le web en général. Bonjour à tous, moi c'est Ségolène, donc je suis responsable communication chez Illusion, une start-up qui fait des projecteurs d'hologrammes. Donc on est basé à Tourcoing, à la Pleine Image, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu un incubateur qui réunit plein d'entreprises, et du coup c'est beaucoup d'entreprises qui se créent autour de l'image, des jeux vidéo, c'est très très innovant. Donc les projecteurs d'hologrammes, je vous en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Et voilà, merci de m'avoir invité à ce forum. Alors bonjour à tous, moi je suis Xavier Deloffre, dirigeant d'une petite agence web qui s'appelle Facem Web, et je suis un grand passionné de SEO, de Google, de search en général. Merci pour l'invitation. Alors, durant toute cette semaine, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué les médias sous toutes leurs formes, mais il y avait une chose qu'on souhaitait en tout cas vous poser. Pour vous, en fait, qu'est-ce qu'est finalement un média et comment vous pourriez le définir ? Ouh là 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 là. C'est compliqué. En fait, un média, pour moi, c'est du contenu, et ce qui fonctionne le plus aujourd'hui, pour nous, médias, je vais dire traditionnels, chaîne de télévision TNT autorisée par le CSA, radio FM autorisée par le CSA avec une convention, avec beaucoup d'obligations, des contraintes, c'est d'avoir du direct. En fait, à chaque fois qu'on est en direct, quel que soit l'objet, que ce soit du reportage, que ce soit de la captation, que ce soit une émission, que ce soit du jeu, le direct, c'est ce qui cartonne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qui cartonne, qui génère de l'audience ? On est sur des médias qui sont privés, qui ne sont pas publics, donc qui ne vivent que de la publicité, qui vivent ou de sponsors, de partenaires. Et le seul moyen d'avoir des partenaires publicitaires, sponsors, c'est d'avoir de l'audience. Et dès qu'on a un contenu qui intéresse les gens, alors les contenus, on prend le pas par rapport à d'autres contenus, c'est d'être sur de l'utile sur la chaîne de télé, du bienveillant et du vrai, puisque la facilité, ce serait, on sait qu'il y a il y a des écoles de journalisme ou des médias qui s'amusent à faire d'autres choses que du vrai, qui vérifient pas les informations forcément, qui supputent, qui sont un peu agressifs, qui sont assez toujours et c'est pas du tout l'objectif de nos actionnaires. Nos actionnaires, en tout cas pour Grand Lille TV, sont des entrepreneurs de la région du Nord pour la plupart, et ils veulent du bienveillant, ils veulent quelque chose qui soit actif, qui soit positif pour
région, pour la zone, et ils ne souhaitent surtout pas qu'on soit dans de la polémique, dans du mensonge, dans du montrer, et c'est notre souhait d'être dans ce système-là. Sur la radio, c'est un petit peu différent parce que l'information, elle est très très limitée. C'est une radio qui est musicale essentiellement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, moi, je pense que le mot média, ça peut être pris au sens large. Donc, il y a bien sûr les médias traditionnels, comme vous disiez, donc la télé, la radio, il y a la presse écrite. Après, il y a Internet. Pour moi, c'est un média qui a pas mal d'années. Il y a de plus en plus de nouveaux médias, je pense qu'on va en parler de toute façon, qui se créent. Donc, pour moi, le média, c'est le fait de diffuser une image, donc une image ou un contenu écrit qui soit à vocation publicitaire ou à vocation informative. Et en fait, c'est un contenu qui va pouvoir être partagé, diffusé, repartagé et comme ça être vu par le plus grand monde, pardon. Donc les annonceurs les utilisent pour faire passer leurs différents messages selon leur stratégie. Il y en a qui vont plus miser sur tout ce qui est print, par exemple dans les stations de métro. Il y en a qui vont plus miser sur le web, leur site internet, les réseaux sociaux bien sûr. Et voilà. Pour moi, le mot média, c'est vraiment un mot qui regroupe énormément de choses. Pour moi, le mot média, aujourd'hui, c'est vraiment lié au web. En tous les cas, je le conçois comme ça. On ne fait pas de print, par exemple, dans l'agence. Et on centre tout, en fait, sur la partie bref ou social media. Donc, c'est un parti pris, mais en même temps, je pense qu'on pourrait en parler longuement par la suite. Il y a une vraie évolution en fait, de la consommation des médias depuis quelques années et ça va encore se préciser encore un peu plus à l'avenir avec une personnalisation supplémentaire, d'où l'importance du social media, entre autres. Justement, comme vous le disiez Xavier, il faut dire qu'aujourd'hui on a bien remarqué qu'il y avait une rupture des usages, c'est-à-dire que notre consommation des médias a évolué, et notamment à travers des nouveaux acteurs et des nouveaux écosystèmes. Donc moi j'ai une question pour vous. Dans votre activité, quels sont les médias auxquels vous êtes confrontés? De quelle manière vous analysez ce changement des usages chez les consommateurs? Et qu'est-ce que ça change pour votre métier? Alors, j'ai partiellement répondu un peu à la question en tous les cas sur le domaine du search. Comment dire, au départ, l'information est descendante. Ensuite, au bout d'un moment, on commence à comprendre qu'il y a des acteurs et des communautés. Ça, c'est l'évolution. Je vous fais une évolution rapide en fait des relations sociales finalement. Et Facebook, notamment, premier média, social media, a bien transposé, je dirais, le rapport de l'individu à la communauté. Donc, il y a déjà 10 ans. Vite repris ensuite par d'autres formes de réseaux sociaux, qui sont devenus aussi des plateformes sociales. Enfin, Facebook, c'est plus un réseau social aujourd'hui, puisqu'on consomme pas d'autre chose que de la relation entre individu et communauté. Mais ce que je pressens en tous les cas, en tout cas sur la partie qui dépasse le cadre du social media, sur lequel j'ai des choses à dire, mais sur lesquelles je suis moins adepte, on va dire, c'est plutôt sur la partie search. Et donc aujourd'hui, le moteur de recherche, je ne sais pas si vous avez vu, mais Google annonce déjà la fin finalement, de ce qui a fait le berceau de la société en elle-même, de l'entité Google. On va vers une individualisation, en fait, quelque chose de très portatif par rapport à la réponse au search, ce qui fait que ça chamboule là complètement notre métier, en tous les cas dans l'approche qu'on peut en avoir. Le référencement aujourd'hui,
c'est réfléchir à des... Enfin, on court après, en fait, un peu. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez peut-être la position 0, qui est une sorte le premier résultat que vous avez lorsque vous avez une question qui est posée ou une définition qui est donnée sur Google. Ça, c'est finalement une réponse qui va être progressivement adaptée à chacun, à mon avis, à mon sens. Et cette position, en fait, elle sera unique d'une certaine manière. Donc, comment se positionner là par rapport à chaque individu? Comment analyser ça? Autant de problématiques qui font qu'on ne peut plus avoir les stratégies de référencement qu'on avait avant à la barbare, si je puis dire. Donc, voilà, donc il y a des problématiques nouvelles liées à du passage de la communauté à l'individu, centré autour de l'individu et de sa consommation personnelle. Nous, chez Audition, on peut un peu dire qu'on crée ce nouveau média au final pour nos différents clients, parce que on développe des projecteurs d'hologrammes interactifs qu'on va développer, par exemple, on montrait tout à l'heure un peu quelques images, qu'on va développer au niveau des magasins, dans les musées, pour la formation médicale, par exemple. Donc, on va dire on crée un peu ce nouveau média pour certains utilisateurs, c'est très nouveau pour eux, et justement, on a de plus en plus de demandes parce que c'est des personnes qui cherchent à créer un autre lien avec leurs propres clients, qui cherchent à développer des nouvelles interactions, parce que les clients sont toujours sont de plus en plus demandeurs de nouveautés, de nouvelles interactions. Ils veulent plus juste recevoir l'information, ils veulent participer un peu à cette acquisition d'informations, si on peut dire des choses comme ça. Voilà, ils veulent être acteurs en fait, et pouvoir par exemple sélectionner les publicités qui leur correspondent vraiment, pouvoir customiser en quelques clics un vêtement en magasin, des choses comme ça. Donc chez Orange, nous principalement l'impact, alors je vais vous parler côté mobile et réseau, puisque je dépends de la direction commerciale. Ce qu'on constate, c'est une augmentation assez forte, pour ne pas dire exponentielle, des usages de data. Donc c'est la data sur vos forfaits mobiles, c'est la data sur les lignes fixes. Et en fait, vous l'avez peut-être constaté ces derniers temps avec les différentes promotions des opérateurs sur le web notamment, on a une augmentation des quantités de data incluses dans les forfaits qui ne cessent de passer toujours au-dessus. Enfin, c'est 50 gigas, il y en a un autre qui annonce 100 gigas. Et nous, les médias, en fait, c'est par là qu'on les voit. C'est-à-dire qu'avec tout ce que vous avez en termes de délinéarisation, c'est-à-dire la capacité de chacun à aller consulter sa propre plateforme, son compte YouTube, diffuser ses propres vidéos, on a une consommation de plus en plus forte de data. Et je pense que ça ne va faire qu'amplifier, et qu'on va petit à petit passer d'un statut de consommation de données qui était globalement le Wi-Fi chez soi, avec un petit peu de data en itinérance, à petit à petit une consommation principalement sur le mobile et sur la tablette, avec des forfaits data qui vont passer en tout illimité. Et on aura très certainement dans les années qui viennent un changement en termes de réseau, c'est-à-dire qu'on n'aura peut-être plus autant de déploiement Wi-Fi dans les gares, dans les aéroports, parce que chacun aura un forfait quasiment illimité en termes de data pour accéder à tout moment à la télévision, à la musique via son Deezer, son Spotify, ou même à la vidéo en temps réel avec les différentes applications qui existent. Donc je pense que c'est l'impact que je vois vraiment en termes pour le futur des médias sur Orange. Alors moi sur la radio, il y a une chose qu'on est en train de mettre en œuvre avec nos différents partenaires. On a réussi à réunir quasiment toutes les grosses et les petites radios. C'est que en France, on n'a pas tellement ça, sauf chez Wico. C'est que dans votre téléphone mobile, pour quasiment tous, il y a une puce FM. Cette puce FM, elle n'est pas activée en France. La puce FM, elle permet d'écouter de la radio de façon anonyme, gratuite et illimitée. C'est-à-dire ça libère de la data pour de la vidéo, pour d'autres contenus.
Ça existe en Afrique, c'est libre en Afrique, c'est libre, c'est un certain nombre de fabricants, et on est en train de faire une grosse action là qui va arriver de façon publique dans quelques semaines. On a été voir tous les opérateurs, les fabricants, on a réussi à réunir des gens aussi bien le syndicat des radios libres que le groupe Radio France, que Skyrock, tous les gros réseaux, RTL, Lagardère en locaux, pour se dire il faut qu'on fasse une action pour que, comme dans certains pays comme en Afrique, les gens puissent avec leur téléphone écouter de la FM gratuitement. Ça a deux impacts. Lorsqu'il y a eu les attentats par exemple à Paris, tout le monde a voulu savoir ce qui se passait, ils ont pris leur téléphone et les téléphones étaient tous bloqués. Parce que tout le monde ne pouvait pas accéder à son téléphone en même temps. S'ils avaient eu la radio sur leur téléphone, ils avaient eu l'info et ils pouvaient savoir vers où se diriger ou ce qui était à faire ou ce qui n'était pas à faire. Ça, c'est une première chose. Par rapport à la télévision, on est dans un autre impact, c'est vrai. Aujourd'hui, on a une télévision classique. C'est vrai que je sors d'une entreprise où ils veulent tous avoir un reportage, ils veulent tous passer à la télé. Et je sais que si on les fait en interview, il n'y en a aucun qui sera devant sa télé qui l'aura vu. Ils vont tous me demander, j'ai pas eu le lien YouTube, parce que je veux le regarder en replay, parce que j'étais pas chez moi, parce que personne ne consomme la télévision de façon classique et traditionnelle comme avant, où les gens attendaient le 19h ou le 20h ou telle émission, et de plus en plus, alors c'est complexe, hein, c'est très très complexe quand on a un média traditionnel avec des modes de fonctionnement économique, parce qu'on a des groupes, on a du monde derrière à payer, et il faut réussir à tout changer. Et puis on a en face de nous 1001 contenus. Alors c'est là qu'il faut être et en direct et sur des contenus, je veux dire les plus propres et les plus valable possible. Et puis de la même manière en radio, moi je vois autour de moi le nombre de gens qui écoutent de la musique, on va dire, puisque c'est beaucoup les gens écoutent la radio pour la musique, en dehors de l'info, c'est les comptes YouTube et c'est les autres comptes, j'ai oublié tous les noms, mais vous en avez dans tous les sens, qui peuvent vous permettre gratuitement d'aller ou payer en payant des playlists et de les télécharger, de les écouter sur les autoradios, parce que avec le Bluetooth, vous avez accès aujourd'hui de plus en plus dans la majorité des voitures. Donc là, il y a une révolution qui devrait arriver dans les 6 mois. Je pense, à Lille, en tout cas, pas toute la France malheureusement, c'est le DAB, c'est l'arrivée de la radio numérique terrestre qui existe déjà en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Italie, et où ça permettra d'avoir plus de radios, ça permettra d'avoir plus de contenu et des données, ce qu'on appelle des données associées. Alors en France, pour l'instant, la législation, ils interdisent d'avoir, quand vous avez une musique, d'avoir le clip en même temps, pour pas que votre regard soit détourné en tant que conducteur. Mais au Japon, vous avez le droit d'avoir le clip qui apparaît ou d'avoir des données associées autour. Bon, je pense qu'en France, ça évoluera, parce que j'ai encore pris des taxis parisiens où ils ont BFM en direct, ils ont déloqué le truc, et puis ils regardent la télé en conduisant. Bon, avec tous les risques que ça comporte. Et il y a d'autres pays où ils le font. Mais voilà un petit peu. Mais c'est vrai que le mode de consommation est en complète révolution. Je pense que en fait, vous avez quasiment répondu à ma question, qui était comment se dessine l'avenir pour vos médias. Après, est-ce que, par exemple, vous, Xavier, par rapport au web, est-ce que vous avez quelque chose de plus à ajouter? Pas obligé, hein, comme vous voulez. Une consommation vidéo, voilà, le web, c'est évident. Je ne sais plus de la statistique, mais je crois que c'est la consommation YouTube, c'était la carte avant, je crois, un truc comme ça. Et explosive, par exemple. Les Facebook Live viendront bien sûr également. Parlez plus fort, oui. Vous m'entendez pas? YouTube à fond, Facebook à fond, en termes de vidéo. Et donc, voilà, aujourd'hui, le 80% d'à peu près des contenus seront vidéo dans les prochaines années, dans 3-4 ans. Donc, c'est ça l'évolution du web.
plus en plus de live aussi, la preuve. Martin, vous, chez Orange, est-ce qu'il y a justement un avenir qui se dessine un peu plus en termes d'innovation ? Alors oui, l'innovation, c'est l'un des credos et des axes d'Orange. Après, je suis pas dans la division innovation malheureusement du groupe, mais il y a énormément de choses qui sont faites. Alors principalement sur les réseaux. Vous avez peut-être entendu parler de la 5G qui est en cours de test, qui n'est pas encore pleinement définie, mais qui promet déjà des débits qui semblent complètement fous encore aujourd'hui. On parle de plusieurs gigabits seconde. Là où aujourd'hui, avec quelques dizaines de mégas, on est déjà super content. Donc c'est les réseaux. Après, ça va être ce qu'on appelle le smart home. Donc c'est la prolongation de la domotique. C'est retrouver mes usages partout où je suis, quel que soit le device sur lequel je suis, quelle que soit la connexion que j'utilise. Donc c'est en fait avoir un système seamless, c'est-à-dire sans couture, sans frontières, c'est-à-dire que le device se connectera de la même façon que vous soyez à l'extérieur, chez vous, il n'y aura plus à sélectionner le Wi-Fi, le code, etc. Donc c'est vraiment ça qui se dessine. Et derrière, même si Orange, bien qu'ils viennent de signer un deal assez intéressant avec OCS, avec HBO, ne soit pas dans les contenus à proprement parler, il y aura évidemment toujours l'adéquation du tuyau et du contenu, parce que vendre du tuyau, s'il n'y a rien à diffuser, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il y a vraiment ce fonctionnement de pair entre le réseau, qui reste le cœur de métier du groupe Orange, que ce soit pour le mobile ou le terrestre avec la fibre optique, mais il y a également le contenu, et comment est-ce qu'on le diffuse de la meilleure des manières. Parce qu'il y a des enjeux qui sont hyper importants et qui sont assez méconnus du grand public, qui sont les enjeux de bande passante. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, par exemple, de ce qui se passe chez certains opérateurs concurrents d'Orange, où à certaines heures, on ne peut pas forcément accéder super bien à certains sites, parce qu'il y a des liens, ce qu'on appelle les liens de peering. Donc c'est, pour vous donner un exemple métaphorique, c'est un échangeur autoroutier entre les grands axes des opérateurs. Eh bien, ces échangeurs sont payants. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui sont signés entre les opérateurs et des opérateurs de réseau, par exemple transatlantiques ou mondiaux. Et si certains opérateurs décident de ne pas payer un tuyau suffisamment gros, quand il y a un engorgement, c'est ce qu'on voit sur le périph' le soir à Lille. Tout le monde n'a pas forcément accès à la même vitesse aux mêmes endroits. Donc l'enjeu, c'est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que le contenu, oui, mais comment est-ce qu'on le diffuse et au travers de quel réseau, puisque avoir de la 4K, voire plus demain, comme c'est en train d'être proposé partout avec les nouvelles télés, c'est bien, mais si on n'est pas capable de le recevoir, ça ne sert pas à grand-chose et ça donnera au contraire une image qui sera vraiment pourrie, parce que le rendu sera très mauvais sur un écran de qualité. Donc c'est vraiment ça, c'est l'innovation, ça va être capable d'apporter le contenu de qualité, sur des connexions de qualité pour que ce soit de la vidéo, de la musique ou même simplement un temps de réponse pour du texte ou des pages web soit le meilleur possible. Quand on a démarré Grand Lille TV, on était, il y a 7 ans, on a monté cette chaîne de télévision et on était les premiers en France à faire une chaîne de télévision locale avec un fond virtuel en 3D, c'est-à-dire un fond vert avec de l'incruste. En chaîne, ça existe, en chaîne nationale, internationale, mais en chaîne locale, j'ai fait le tour de beaucoup de chaînes locales, il n'y en a aucune qui avait pensé à faire ça, et à faire de l'info en continu. On était vraiment dans un format différent, à la BFM, toute proportion gardée, avec un flash tous les quarts d'heure. On avait mis en place on avait utilisé une innovation qui s'appelle le LiveView. LiveView, c'est une petite machine. Quand on a commencé à l'acheter la première fois, c'était un sac à dos de quelques kilos. C'est une technologie israélienne qui a été inventée par les services secrets israéliens, qui permet de remplacer un car régie. Et dedans, il y a un certain nombre de puces d'appareils téléphoniques, des puces 3G, 4G, et qui permettent de défragmenter le signal. Donc on avait du Orange, du Bouygues, du SFR, on avait de mémoire 10 puces, et ça permettait d'aller faire des directs avec une caméra et l'appareil.
Depuis, il y a une miniaturisation impressionnante, puisque les appareils sont passés d'un gros sac à dos à un petit sac, et puis maintenant, c'est de la taille, c'est tout petit, hein, c'est une boîte à cigares, on va dire. Et quant aux caméras, je vais vous dire que les dernières caméras qu'on a achetées pour nos journalistes, c'est ça. C'est ahurissant, c'est des iPhones, et les logiciels de montage, ils ont la capacité de faire des montages et des envois à partir d'un téléphone, iPhone. C'est ahurissant la vitesse à laquelle, je veux dire, on arrive à faire des choses en termes d'innovation. Alors après, il ne faut pas se perdre que dans la technologie, il y a aussi de garder les pieds sur terre, mais on a la chance d'avoir et un PDG et un certain nombre de gens chez nous qui sont à la pointe de l'innovation et on est censé se solliciter pour aller changer nos matériels. Là, on était resté en basse définition pour Grand Lille TV depuis 6 mois, que tout le monde est passé en HD parce que ça coûte très cher. Et comme on démarre Grand Littoral TV d'ici un mois, on a investi quelques centaines de milliers d'euros pour passer les 2 studios en HD. Mon PDG était impressionné de se dire, après le chèque que j'ai fait, quand je vois la taille des matériels, ça n'a plus rien à voir. Quand on a démarré une autre chaîne il y a 15 ans, c'était Télémélodie, on avait une pièce entière remplie de serveurs. Quand on a démarré Grand Lille, c'était la moitié de la pièce. Maintenant, c'est un rack. Et le rack n'est pas complet parce que tout est miniaturisé, tout est... c'est impressionnant. Et ce qui coûte cher, c'est pas le matériel, c'est le nombre d'ingénieurs qui sont à l'intérieur, derrière, en train de régler et qui nous ramènent des grosses tables. C'est ahurissant, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. J'avais une question à vous poser, à vous, public. Est-ce que vous connaissez le nombre d'entreprises françaises qui font partie des 20 premières entreprises numériques au monde? Ah, j'ai entendu la bonne réponse. Effectivement, il y en a 0 en fait, et même 0 en Europe. C'est pour ça que j'avais du coup une question. En France, est-ce que le marché est suffisamment, en tout cas, porteur pour devancer nos concurrents étrangers, notamment en termes d'innovation? Je pense que oui. C'est vrai que tous les jours, je vois un peu autour de moi des nouvelles entreprises qui créent des nouveaux médias. Et je pense qu'en France, on a un écosystème qui valorise beaucoup tous ces projets innovants. On a la French Tech. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la French Tech. C'est un réseau qui aide aussi les startups à développer leur technologie en France. Donc c'est des labels en fait qu'on a. Donc Lille a son propre label French Tech et les entreprises qu'elle héberge du coup ont ce label-là et c'est un peu une preuve que l'entreprise fabrique des innovations, qu'elle se développe aussi de jour en jour. Donc je pense que les entreprises, les startups d'aujourd'hui sont vraiment aidées et qu'on concurrence de plus en plus, on va dire les États-Unis, la Chine, qui développent des produits depuis pas mal d'années. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment aidés et qu'on peut vite les concurrencer. Je pense qu'en France, on a la chance d'avoir des écoles d'ingénieurs et des centres de formation qui permettent, et puis des cerveaux. Et alors après, le problème, c'est que je pense que derrière, ils restent pas. Ils se font débaucher, ils ont des propositions, ils bougent et ils vont à l'étranger, mais ils restent pas forcément en France. Mais il y a un tissu, il y a un terreau fertile. Et puis après, malheureusement, les conditions économiques, sociales et autres font qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés un peu ailleurs. À mon grand regret, mais de ce que je constate. Et tant mieux aussi, parce que du coup, on voit des Français un peu partout. Mais ils ne restent pas ici. Oui, c'est vrai, oui. Venant de l'école d'ingénieur, je peux confirmer, on est plutôt réputé sur le territoire européen ou mondial pour les compétences des ingénieurs français et des techniciens français en règle générale, à tel point que pour
avoir travaillé avec des sociétés américaines, il y a dans ces sociétés-là, la plupart du temps, les cadres des services techniques sont des Français. C'est-à-dire que vous allez chez Google, chez Microsoft, chez Apple, il y a quasiment en permanence des Français qui sont en responsabilité de l'administration système, du service technique. Et il y a d'ailleurs des fois des blagues, c'est est-ce que tu as ton français dans l'équipe? C'est sous-entendu, oui, il faut un français parce que ils sont super bons dans la technique. Après, ça c'était surtout vrai il y a quelques années. Je pense que maintenant, comme tu le disais, c'est en train de changer grâce aux différentes actions qui ont été mises en place sur la promotion des startups, de l'innovation et notamment le label French Tech. Les différents gouvernements ont fait pas mal de choses pour promouvoir l'innovation, la création d'entreprises dans les secteurs porteurs. Il y a qu'à voir le dernier CES, et c'était déjà le cas lors du précédent. Je n'ai plus le chiffre précis en tête, mais il y avait une énorme proportion de représentants français parmi toutes les entreprises. Je pense que c'était 20, 30 ou 40% des entreprises présentes qui étaient françaises. Donc c'est du jamais vu. Et on se rend compte que cette innovation, elle ne demande qu'à sortir. Il faut simplement qu'elle soit incubée, qu'elle soit aidée, accélérée. Et derrière, de toute façon, les financeurs sont présents. Alors, pas forcément français, parce que il n'y a pas forcément tout le temps les moyens de faire émerger des choses à l'échelle française en termes d'innovation. Mais encore une fois, le gouvernement a lancé ces derniers temps avec la French Tech différentes initiatives, avec notamment la BPI qui finance des projets. Il y a énormément de choses qui sont en train de se faire, donc je pense que dans les années qui viennent, on va avoir petit à petit une percée des entreprises françaises, soit directement depuis les créations, soit aussi par l'intermédiaire des grands groupes qui, par croissance externe, essayent de plus en plus de se rapprocher de pépites qui naissent et qui leur apportent ce que eux n'ont pas la capacité de créer en interne, c'est-à-dire l'innovation pour évoluer et résister face à toute l'innovation qui vient notamment ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Facebook, Apple, et qui sont en train de tout phagocyter sur le marché. Donc ces grands groupes se rendent compte de ça, et plutôt que de prendre 2, 3 ou 5 ans pour répondre à ces offres qui de toute façon dans quelques mois ont déjà conquis le marché, eh bien ils se rapprochent des startups, ils les incubent, ils les accélèrent, et ensuite ils les digèrent entre guillemets pour récupérer l'innovation par transfert de compétences et pouvoir proposer des produits à leur base client. Donc je pense que ce n'est que temporaire et qu'on aura bientôt quelques entreprises françaises dans les tops au niveau innovation. Ouais. Oui, donc pour la petite info, il y avait 13 entreprises qui sont américaines et les 7 autres étaient asiatiques. Je voudrais juste rajouter que je ne sais pas si vous connaissez le label virtuel. Ça s'est passé la semaine dernière, justement, nous on y était. Et c'est un peu pour parler de la France par rapport au reste du monde. C'est en fait le plus grand salon international de la réalité virtuelle et augmentée. Donc voilà, juste pour information. Je vais juste rajouter que, effectivement, je pense que les grands groupes ont un grand rôle à jouer, notamment sur la prise en compte de l'intra-entrepreneuriat et le fait d'avoir une politique qui permette de mettre en avant les initiatives. On a quand même alors je sais que c'est un concurrent en plus, il y a un gros quand même dans le data center qui est ici tout près. Je pense que ça doit être le 3e ou 4e data center au monde. Voilà, on parle de VH bien sûr, donc il y a quand même sur le territoire des ressources qui permettent de faire quelque chose. D'accord. Et en parlant du restant du monde, finalement, est-ce qu'il y a des entreprises qui vous viennent à l'esprit, qui ont déjà innové, ou même des pays en Europe ou bien dans le monde qui vous auraient marqué en matière d'innovation? Il y en a plein. Notamment HTC qui a développé son casque virtuel, le Vibes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, mais c'est le seul casque virtuel que j'ai testé. Et vraiment, ils ont développé un casque qui développe. C'est des images très. On est vraiment plongé en fait dans un univers virtuel et on n'est pas gêné, il y a beaucoup de casques qu'on met, on a un peu mal à la tête, on se sent pas bien quand on essaye des jeux. Et HTC a développé un casque qui est vraiment bien abouti à ce niveau-là. On est plongé dans un univers et aujourd'hui
c'est des petites applications un peu test pour voilà, qui sont assez rigolotes. Mais je pense que demain, ça va de plus en plus se développer et on va partir sur des choses très concrètes. Voilà. Est-ce que chez Orange, il y a justement des entreprises qui, en termes d'innovation, de tendance ou de pratique, qui vous influencent? Encore une fois, je ne vais pas me prononcer pour les personnes dont c'est le métier dans le groupe, mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un incubateur au sein d'Orange, donc Orange Fab, qui permet justement de faire grandir et de s'apporter mutuellement avec des startups. Et Orange donc suit la plupart du marché, ses concurrents évidemment, mais surtout les startups et les sujets émergents comme la monétique, le sans contact, la réalité virtuelle, et toutes ces choses-là sont suivies au quotidien pour être capable de déceler l'innovation de demain et de l'intégrer et la proposer aux clients. Ah oui, pardon. Donc on parlait de nouvelles technologies et donc je voulais savoir parmi le public, est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui selon vous pourraient être les médias de demain ou même des technologies dont vous avez entendu parler, voilà, qui vous viennent à l'esprit, ou même qu'est-ce que vous en matière de créativité vous aimeriez bien voir, voilà, en technologie. Peut-être qu'on me propose que ça vient. Les beacons d'ailleurs, d'accord. Est-ce que... Les magasins se sont transformés, même du digital et du physique, donc les magasins digital aussi, c'est pas mal. C'est Sephora, c'est ça? C'est Sephora Flash en D'accord, c'est tout ce que vous avez comme idée? Peut-être qu'on revient sur plus la partie professionnelle de Ségolène, mais tout ce qui est hologramme, donc c'est un peu la même demande au niveau des écrans. Ouais, les hologrammes. Rien d'autre? Après, peut-être que les médias de demain, c'est... Après, pas forcément médias, mais peut-être des technologies qui pourront être utilisées plus tard. Ouais, la réalité virtuelle. L'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous, en tant que professionnel, vous avez aussi des idées de ce côté-là? Le dernier mot a été lâché, l'intelligence artificielle en fait. C'est vraiment le grand enjeu humain qui serait, qui à mon avis n'est pas encore abouti, mais qui mènerait une véritable révolution sociétale. C'est déjà le cas, pour parler de Google, ils sont très à la pointe sur le sujet. Ils ont sorti un filtre dans leur algo qui s'appelle RankBrain, par exemple, il y a un peu plus d'1 an, qui permet d'analyser les requêtes et de les comprendre par assimilation. Donc voilà, c'est pas les 3 lois de la robotique de Asimov, mais je pense qu'on s'en approche. Après, il y a plein d'autres exemples d'intelligence artificielle aussi, avec les voitures, Tesla, ce genre de trucs. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis impressionné, moi, par les GAFA qui ont une capacité d'innovation et aller chercher les petites startups et d'avoir, avant même qu'on ait eu envie, ils ont déjà développé, proposé, testé et envoyé. L'intelligence artificielle et la manière d'utiliser les algorithmes est effarante et limite effrayante parce que on a plus de... Enfin, je ne sais pas qu'on a plus, mais on a moins de liberté et on se sent parfois enfermé sur
lorsqu'on est sur certains les enjeux à titre personnel, individuel, où on se dit, ah bah non, tiens, on ne me propose pas ça, alors que mon voisin, on lui propose autre chose, parce que lui, il était dans telle case, alors on lui a proposé un Uber ou un machin, ou un autre, et l'autre, on lui a proposé un G7, et il y a des choses qui sont ahurissantes. Donc il faut savoir, il y a des méfiances. Je vois qu'il y a une jeune femme qui veut poser une question. Moi, c'est une question sur le long terme, donc on parle de 2050, vous avez dit que c'était peut-être lointain, mais on peut penser à des trucs hyper futuristes. Genre pour moi, le média, il y a vraiment une notion de médium, c'est-à-dire d'intermédiaire entre nous et donc un contenu qui serait donc autre. Et je sais pas, moi je pense à des séries, genre par exemple comme Black Mirror ou des choses comme ça, où en fait vraiment l'humain, l'information est produite par nous-mêmes, et en plus il n'y a même plus d'intermédiaire, c'est-à-dire que, si c'est une histoire de lentilles ou des choses comme ça, mais donc du coup nous on intègre directement et pas partagé avec les autres cette notion d'information ou de contenu, et qui donc du coup est complètement dématérialisée et qui est un truc propre à... j'ai fini. Mais je sais pas si vous, même en termes d'éthique et de morale, je pense que c'est des choses qui parfois, là en ce moment actuellement, peuvent pas trop se poser, mais auxquelles on a déjà pensé, mais même on allait vraiment beaucoup plus loin dans la question. Je sais pas si c'est au sein de vous, de vos entreprises respectives, des choses qui ont déjà été abordées ou auxquelles on pense déjà, ce truc hyper futuriste de l'information ou de la dématérialisation en plus que la dématérialisation d'ailleurs, mais je sais pas si ma question est claire. Je ne connais pas votre série, mais sur le média traditionnel, on a un certain nombre de contraintes. On a d'une part, comme je le disais, des autorisations du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui nous oblige maintenant à mettre des comités éthiques, à faire des rapports. Pour les entreprises de divertissement, que ce soit de la radio ou de la télé, on est obligé, il y a un certain nombre de quotas d'œuvres de production audiovisuelle, et avec un certain nombre de critères où on est obligé. Donc on a beaucoup de contraintes. Et en face de nous, on a à côté de nous des gens qui sont à l'international. Alors, l'international, c'est pas très loin, ça peut être au Luxembourg ou en Belgique, mais qui viennent sur le territoire et qui, eux, ont une liberté totale de proposer des contenus ou une liberté. Je connais pas votre série, mais c'est vrai que on est sur des schémas où les médias traditionnels, c'est entre guillemets, je vais pas dire une garantie, mais il y a des limites. On peut se faire taper sur les doigts, retirer les fréquences. Enfin, on a un certain nombre de critères à respecter. Et puis, il y a tous les médias. Quand vous recevez des infos, c'est ahurissant. Et puis, si vous voyez la campagne présidentielle en ce moment, il y avait, je crois que c'était le titre Marianne, qui a listé le nombre de couvertures qu'avait fait Macron. Et après, ils avaient donc il y avait le nombre de couvertures, et en face, qui était le propriétaire des journaux, qui était quasiment toujours le même. Mais et après on se dit, mais non, les médias sont libres. Je sais pas. Il y a des questions à se poser. Je pense que ce qui a été dit est hyper intéressant. C'est, à mon sens, le média devient de plus en plus la personne, en fait. C'est-à-dire qu'on devient tous des créateurs et des diffuseurs de médias, que ce soit par nos téléphones ou nos ordinateurs. Et derrière, ça pose effectivement la question du filtre, parce qu'on passe de plus en plus par des plateformes qui sont la plupart du temps américaines, donc qui ne répondent pas forcément aux contraintes et aux juridictions françaises. Et on le voit notamment en ce moment, et suite à l'élection de Trump, avec le phénomène des fake news dont on parlait tout à l'heure, c'est assez problématique, parce qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de vérification. Et pour moi, l'enjeu à moyen et même peut-être plus court terme que ce qu'on imagine, c'est vraiment la capacité de vérifier l'information, puisque on a tendance à se référer à des grands médias parce qu'ils sont connus, ils sont anciens et ils sont réputés. Mais comme vous le disiez, il y a le problème de l'actionnariat, des propriétaires qui possèdent le titre. Aujourd'hui, quand on regarde la presse écrite française ou les grands médias, on peut se poser des questions. Il y a toujours eu cet exemple qui, à mon avis, est complètement dépassé, mais qui est marquant, c'est on voit jamais un pont qui s'effondre sur TF1. Je pense qu'on voit pas non plus des reportages qui parlent de la téléphonie mobile. Enfin, c'est des choses comme ça. C'est bête et c'est très réducteur, mais je pense que dans les années qui viennent, il va vraiment y avoir un travail à faire de réflexion sur la confiance qu'on accorde aux médias, que ce soit les grands médias ou même des blogs ou des chaînes YouTube qu'on regarde, en connaissant le background du producteur, du diffuseur,
pour être capable de se faire son opinion et de pas simplement gober le message, mais aussi être capable de l'analyser avec le contexte pour être en mesure de savoir que c'est plutôt de parti pris ou au contraire très neutre. Et je pense que le succès d'un titre comme Mediapart est lié à ça, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience des abonnés de Mediapart, qu'aujourd'hui la presse doit rester indépendante, alors bien qu'en France on ait la chance d'avoir une presse libre, mais doit rester indépendante de toute contrainte, qu'elle soit économique ou politique. Pour la petite histoire, à Lille, il y a un média qui vient de se monter qui s'appelle Mediacité, qui est le Mediapart local. C'est un groupe de journalistes qui se sont... Je ne sais pas si vous en avez entendu parler cette semaine. Vous l'avez reçu? D'accord. Oui, voilà. Une petite question peut-être pour vous sur... j'ai lu quelque chose, c'est peut-être sur... On parlait de data, dont on devient son propre média. Et il y a une innovation en ce moment, il y a beaucoup de trucs dessus, sur la blockchain. Des ordinateurs reliés entre eux avec l'open source. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être intégré dans la diffusion d'informations rapides là-dedans? Oui, effectivement, la blockchain, c'est un sujet qui est extrêmement prometteur pour l'avenir, notamment, c'était développé avec l'exemple le plus parlant, c'est le Bitcoin, mais c'est en train d'être poussé dans d'autres secteurs, puisque ça permet de certifier par pair, et donc par succession de pairs, une transaction, une communication, et donc on ne dépend plus simplement d'un intermédiaire, aussi loyal soit-il, mais qui est totalement centralisé. Donc là, l'idée, c'est un petit peu ce qu'on a eu sur le peer-to-peer, c'est de décentraliser de manière très importante la certification d'une transmission pour être capable de la valider. Donc ça, à mon sens, la blockchain ou les dérivés qui vont naître, parce qu'il y a toujours le problème, certains groupes préfèrent développer eux-mêmes la solution plutôt que de passer par une solution qui est open et qui donc peut laisser passer de temps en temps des failles qui pourraient être compromettantes. Et je pense que petit à petit, on va aller vers ça, oui, parce que sur le web, le fonctionnement ne serait-ce que des DNS. Si demain un groupe de hackers arrive à pirater le DNS, ils maîtrisent Internet. Globalement, c'est aussi simple que ça. Donc c'est très important pour les transmissions d'avoir une certification, et le certificat, aussi sûr soit-il aujourd'hui avec des entités comme VeriSign, je pense qu'à terme on va arriver à des choses qui seront issues de la blockchain. Je vais faire une petite transition. On parlait tout à l'heure des hologrammes. Donc on a vu la dernière innovation de Jean-Luc Mélenchon avec ce bond en matière de technologie. Enfin, moi personnellement, ça m'a un peu étonnée. On va aborder le thème des hologrammes. Je vais laisser la parole dans peut-être 1 minute à Ségolène. Et donc, tout d'abord, petite vidéo d'introduction. Alors, est-ce que vous pouvez éteindre la lumière derrière, s'il vous plaît? Alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, en fait, on développe des projecteurs d'hologrammes qui s'adressent tout d'abord aux entreprises. Donc, on travaille dans le B2B. Mais donc là, par exemple, c'est tout ce qui est formation médicale, dans les magasins, comment valoriser des objets, donc c'est en vitrine ou à l'intérieur pour venir customiser ses propres produits. Voilà, ça permet par exemple de réduire tout ce qui est stock en magasin, pas besoin de tout avoir en magasin. Donc là, c'est une solution qu'on a développée pour le musée Nausicaa à Boulogne, qui a fait l'extension de son musée, qui va étendre son musée en 2018, et du coup voulait représenter ça de façon très ludique, et c'est pour ça qu'il a utilisé l'hologramme. Mais on développe aussi depuis quelques mois une solution qui vise le grand public. C'est cette petite pyramide. En fait, c'est un petit goodies holographique qu'on place sur un smartphone, sur tablette. Et donc c'est des petits goodies que les entreprises aiment bien. Donc c'est les entreprises et le grand public. Donc les entreprises parce que les agences de com par exemple vont pouvoir le diffuser auprès de leurs collaborateurs, leurs partenaires, leurs clients. Par exemple, on a travaillé avec l'entreprise Dentsu qui a fait ses vœux en hologramme.
donc qui développait, donc il a diffusé ces petites pyramides à tous ses clients, et tous ses clients ont vu une petite vidéo jaillir de son smartphone. Donc Cassandre va vous montrer un peu ce que ça donne. Et du coup, le grand public peut maintenant acquérir ces petites pyramides sur notre site internet. On les vend 4 € si vous voulez sur notre site internet. Voilà, on a développé une petite playlist pour... je sais pas si vous voyez de là-bas où. Voilà, un petit goodies bien sympa et qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, c'est une petite solution qui est sympa aussi pour un peu démocratiser l'hologramme. C'est vrai qu'on voit souvent l'hologramme comme Star Wars, un peu le média intouchable, on n'arrive pas trop à imaginer ce que c'est. C'est vrai que depuis qu'on a développé cette solution, pour moi par exemple, c'est beaucoup plus facile de présenter ce que je fais à mon entourage, soit amis, famille, même au niveau professionnel. On montre ce petit goodies et les gens comprennent directement. Donc comment ça marche pour ceux qui n'ont pas encore découvert. C'est la réflexion en fait de l'écran du smartphone sur les surfaces inclinées de la pyramide. Donc voilà. Donc là, imaginez c'est un petit format et après ça va jusqu'à des écrans de 42 pouces. Voilà. Donc c'est soit 360 degrés, c'est aussi des écrans, des projecteurs d'hologramme une face comme pour Nausicaa dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc on n'a pas encore développé l'appli. Pour l'instant, c'est une URL en fait qu'on tape dans son navigateur smartphone. Donc là, notamment, c'est pixel.illusion.com. Donc on a développé un système on a développé une plateforme web. Pour l'instant, c'est une plateforme web. Après, ça sera une application sans doute. C'est une plateforme qui permet d'avoir une playlist beaucoup plus ergonomique que YouTube. YouTube, en fait, le play, par exemple, se situe au plein milieu de son téléphone, là où est posée la pyramide, donc c'est un peu compliqué. Donc là, ça permet de faire tourner en boucle sa vidéo, passer facilement aux vidéos suivantes, les mettre sur pause, par exemple, assez facilement. Et dans le B2B, ça marche pas mal cette plateforme parce que on propose à nos différents clients d'héberger leur playlist sur notre plateforme. Donc en fait, on crée des playlists avec les noms des clients et donc les clients sont référencés. Ils balancent leur URL à leurs propres clients. Les personnes se rendent sur cette URL-là. Donc par exemple, ça peut être coca.pixel.com. Et après, une fois là-dessus, ils sont redirigés vers notre plateforme sans le voir et ils arrivent sur la playlist et ils voient tous les hologrammes défiler. Voilà, donc c'est 4 €, c'est accessible. Tu me disais tout à l'heure, pour la mise en place qui a été faite pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça a été mis en place et le budget que ça représente? Alors déjà, c'est pas nous, on nous a souvent posé la question, c'est pas nous qui avons fait cette solution. C'est une solution qui est basée sur l'événementiel. Enfin, c'est une agence en fait parisienne qui a développé cette solution donc très événementielle. Nous, on va plus se tourner vers les magasins, les musées, les entreprises comme ça. Donc en fait, la technique de Mélenchon, c'est exactement la même que le Pixel. C'est une surface en fait qui est inclinée et l'écran était passé en dessous. Donc l'écran se reflétait sur la surface inclinée, mais à la très très grande échelle. Et ça demande un budget de 50 000 € à peu près pour avoir un contenu de qualité. Donc ça va être aussi bien le matériel à fournir que aussi tout ce qui est calage vidéo. Par exemple, Monsieur Mélenchon à Lyon ne devait pas dépasser un certain périmètre, sinon il disparaissait. Donc soit ses pieds étaient coupés ou alors sa tête, ça a été un peu embêtant. Du coup, il avait un périmètre à respecter. Donc voilà, c'était tout un calage à faire, il y avait toute une préparation et voilà, c'est exactement la même technologie que nous. Je sais pas si vous voulez réagir. Mais non, enfin, je sais pas si c'est... Mais du coup, on reste quand même très... même si on est dans une augmentation des possibilités qu'offre par exemple le smartphone ou quoi que ce soit, tu as quand même genre cette notion d'écran où tu restes sur un truc qui est déjà... Enfin, t'améliores un truc déjà existant. On ne part pas d'un truc de toute pièce où tu peux... Voilà, c'était juste... L'hologramme, en fait, contrairement à un écran, ça permet de représenter avec un aspect de volume des choses. Donc par exemple, dans les musées, on peut venir créer des applications très ludiques
Par exemple, quand on peut pas afficher certains objets, soit parce qu'ils ont disparu, soit parce qu'ils sont trop fragiles, on peut pas les montrer en vrai. Ça permet de pouvoir les afficher et d'avoir un aspect très très réaliste de l'objet. Et après, en plus, venir créer des interactions. Donc ça, bien sûr, avec les écrans, ça existe déjà pas mal, notamment les écrans interactifs. Mais c'est vrai que l'hologramme, tout de suite, ça a déjà un côté waouh. On voit avec la transparence qu'il y a derrière l'image, on a vraiment l'impression que l'objet est là devant nous. Donc il y a déjà le côté waouh, attractif. Et après, avec toutes les applications que nous, on crée derrière, voilà, on apporte un peu l'utilité à tout ça. Et en fait, c'est notre solution que tu proposes par rapport à la réalité augmentée qui existait déjà. Okay. C'est en parallèle en fait. C'est un autre type d'application. On l'appelle aussi un peu réalité augmentée. C'est un peu l'image virtuelle qui s'ajoute à notre réalité. Bon, c'est pas la réalité augmentée qu'on peut voir un peu lambda, soit avec les lunettes, soit avec les tablettes tactiles. Mais on va dire c'est une forme de réalité augmentée. Mais c'est vrai que je dirais que l'hologramme vient en parallèle de la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte aussi. Est-ce que vous pensez qu'en fait, je pense surtout au niveau de taille, il y a des limites qu'on ne pourrait pas dépasser en fait? Ou alors est-ce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut? Par exemple, il y avait, je ne sais pas si vous avez vu, pour parler en termes de grandeur, il y avait le concert avec Claude François, Dalida en janvier. C'était des hologrammes. Et en fait, ils ont fait tout un concert avec ces stars-là. Et là, en termes de limites, c'est une énorme scène en fait. Donc, on peut vraiment partir. Donc, bien sûr, les budgets augmentent, mais on peut vraiment partir dans des choses très 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 grandes. Mélenchon, c'était déjà un sacré matériel. Et c'est vrai qu'en termes de limites, on ne va pas pouvoir faire non plus des kilomètres. Et voilà, il faut vraiment avoir beaucoup de budget. Mais voilà. Par exemple, imaginons, il y a, j'ai une bêtise, mais Peugeot qui présente une nouvelle voiture. Est-ce qu'elle va pouvoir présenter sa nouvelle voiture en taille réelle avant même qu'elle soit conçue en fait en hologramme devant le Justement, on a travaillé. Public en 360 degrés. Justement, on a travaillé pour eux parce qu'ils voulaient pouvoir permettre à leurs clients, leurs futurs clients, de pouvoir faire des modifications sur la voiture en virtuel. Donc avec une tablette tactile, ils se placent devant le projecteur d'hologramme et ils peuvent venir choisir la couleur des jantes, la couleur de la carrosserie, et après venir avec le doigt sur la tablette faire tourner la voiture à 360 degrés. Et du coup, elle tournait aussi en temps réel en hologramme. Donc ça permet d'un peu de voir de façon très réaliste un objet tel que la voiture, et du coup qui peut être en taille réelle. Moi, j'entendais à la radio sur la chronique économique d'Amine Fadjaoui début de semaine qui disait qu'il y avait une bonne partie de la population qui avait en tout cas qui était assez angoissée face aux accélérations technologiques parce que justement il y avait une incompatibilité entre les transformations technologiques qui évoluent en général entre tous les 5-7 ans et l'humain qui s'adaptait à ces technologies-là qu'à partir de 10-15 ans. Ça fait aussi un petit peu référence à la courbe d'innovation de Roger. Et du coup, je voulais peut-être vous présenter une vidéo et après je vous poserai la question. Ça va vous faire réfléchir. Je vous ai ramené les petits goodies en cadeau. Hi, my name is Victor. I'm a games developer and I'm happy to introduce you to Strange Beasts, our augmented reality game. Strange Beasts is a new game which allows you to create, customize and grow your very own creature. It has a very user-friendly interface with an infinite choice of customization. Myself continually being asked the question, what is the future of home entertainment? Well, I personally believe it has to be interactive. I mean, I don't want to just be told a story, I don't want to just be sitting there looking at a screen. I want to be a part of it. I want it to feel real and
Strange Beasts is all about that real interaction. This is Walter, my virtual pet. Come on, Walter. Don't be shy. Hey, Walter. What's up, buddy? Come here. You want to play? On l'accélère un petit peu parce que là, elle est trop gentille. You know what's great? Bluebee and Walter can play together. Well, they can all play together. Hey, Anna. How about we take Walter and Bluebee to the park? Sounds good. Anna, you come back here, please. What's your pet lunch? Hungry? Yeah? What's your favourite? Which one? Cheese and ham, obviously. It's nice, right? Okay. So, after this, I was thinking maybe we'd check out Science Museum. Just think, maybe they're for ages, haven't we? No, they've got a great Ice Age exhibition. Yeah, I've heard they've got a massive woolly mammoth skeleton. Oh, much bigger than a bear. Yes. Come on then, I'll show you. Come on. Voilà, bon, je pense que vous avez compris. Alors c'est une fausse vidéo, c'est pure science-fiction évidemment. Mais moi je me suis posé la question, par exemple tout simplement avec la Google Glass qui a été lancée en 2014 et ça a été finalement un échec. Là on a évoqué justement l'hologramme, tout ce qui était aussi réalité virtuelle. Est-ce qu'aujourd'hui le consommateur est prêt dans son quotidien, en tout cas, à accepter en tout cas les nouvelles technologies en tant qu'humain? Voilà, c'était un véritable échec pour la Google Glass, mais est-ce que si l'hologramme est lancé en tout cas sur le marché demain, si on voit apparaître des nouvelles technologies comme celle-ci, est-ce que en tant qu'humain on va pas mettre peut-être 20 ans avant de s'y habituer? Je pense que l'humain est prêt. Après, la grande problématique, à mon sens, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de galères, on en parlait tout à l'heure en France, et que c'est en train de changer heureusement, c'est l'ergonomie et l'interface. Et c'est ce que montre exactement cette vidéo, c'est-à-dire que je pense que tout le monde attend des solutions pour faciliter la vie, pour avoir accès à des infos contextuelles quand on conduit, mais aujourd'hui, force est de constater que les solutions qui existent ne sont pas forcément les plus pratiques ou les plus sécurisantes. Le simple exemple du smartphone quand on conduit, alors il y a des supports, c'est autorisé, on peut mettre le Bluetooth pour appeler, mais quand on regarde la route et qu'on doit descendre le regard pour regarder l'écran du smartphone, on quitte des yeux la route, c'est dangereux. On parlait des Google Glass, l'échec a été d'une part le prix, et d'autre part le fait que pour consulter la Google Glass il fallait constamment lever les yeux comme ça, donc c'était pas non plus l'idéal. Donc je pense qu'une fois qu'on arrivera à des solutions qui seront de la réelle réalité augmentée, dans le sens où vous n'aurez plus à réfléchir et dans votre champ de vision à distance focale normale, sans effort particulier à faire, vous verrez apparaître alors il y a pas mal de choses qui tournent, hein, le profil LinkedIn, Facebook de la personne que vous regardez, des infos sur le bâtiment que vous êtes en train de traverser, ça fonctionnera. Mais c'est vraiment en fait l'adéquation entre ce que l'humain est capable d'appréhender, et on parlait tout à l'heure de l'adaptation, c'est pas en fait à l'humain à s'adapter à la technologie, c'est à la technologie et à ses fabricants de s'adapter à l'humain. Et là aussi, c'est ce qui a fait le succès des grosses entreprises américaines qui sont leaders aujourd'hui, c'est qu'ils ont regardé ce que les gens voulaient,
et ils ont fait en fonction. Ils n'ont pas dit moi je pense à un produit, je le commercialise et puis les gens se démerdent. C'est non, que font les gens? Et le succès de Google, on en parlait tout à l'heure, c'est ça, c'est que Google, aujourd'hui c'est des boîtes, c'est de la data qu'ils font. C'est-à-dire que pour concevoir leurs produits, ils regardent ce que l'utilisateur fait et ils disent apparemment il y a une demande pour ça. Pourquoi? Et du coup ils ont des sociologues, ils ont des designers, ils ont des scientifiques qui derrière font tourner des modèles, qui analysent les choses et se disent en fait oui, ça veut dire qu'il y a une demande. Et c'est derrière, grâce à ces analyses, qu'ils sortent le produit. Et en France, à chaque fois, on se dit merde, pourquoi ça marche? On l'avait pas imaginé ce truc-là. Non, parce que c'est pas simplement inductif, c'est aussi déductif en fait le mode de fonctionnement. Donc, pour revenir à la question, je pense que oui, l'humain est prêt. Il faut juste trouver une adaptation en termes d'interface et d'ergonomie qui soit transparente et simple. Moi, je suis un petit peu... Excusez-moi. C'est pas grave, l'humain est prêt, pas tous. Ça dépend de la tranche d'âge. Parce que vous vous rendez compte que dans certaines tranches d'âge, ils ont un peu plus de mal. Il faut vraiment que l'ergonomie elle soit la plus accessible possible. Et puis le lieu d'origine ou autre. Parce que quand on est migrant à Calais ou quand on est étudiant à Césacom, c'est pas la même chose. C'est toujours une question d'expérience utilisateur et en fait moi je pense que je pense que même les personnes les plus âgées en fait se mettent à Facebook. Il suffit que ce soit adapté pour ces personnes pour qu'elles y prennent goût. Je vais raconter une anecdote, ma grand-mère n'a jamais connu Internet mais elle aurait tellement voulu le connaître en fait. Les gens je pense qu'ils sont globalement attirés. Après il y a toujours des réfractaires. Et oui, il y a des craintes légitimes aussi, on les a déjà évoquées, mais globalement, je pense que oui, le monde est prêt. Vous avez beaucoup évoqué l'aspect technique, le fait que, le matériel, l'adaptation justement de l'humain à l'interface avec laquelle on interagit, mais vous parliez tout à l'heure des Google Glass et de cette notion de je marche dans la rue, je peux retrouver cette personne sur LinkedIn, etc. Je pense qu'on tend tous à balancer un nombre incalculable de données, c'est-à-dire que sans s'en rendre compte, on en lâche constamment, etc. Mais je pense qu'il y a aussi, d'une certaine manière, aussi une prise de conscience. Enfin, pour moi, et je pense aussi d'une certaine manière, même si on bosse dans la com, de chez nous aussi, cette prise de conscience où on en donne trop. Et du coup, je trouve ça vachement intrusif, toutes ces nouvelles technologies. En fait, on se donne complètement, on se livre complètement. Et je pense que, je sais pas ce qu'en pensent les jeunes, c'est pas que vous êtes vieux, mais ce qu'en pensent. Mais du coup, il y a cette notion de est-ce qu'il y a pas un moment où on va trouver que ça va trop loin, d'une certaine manière. Je sais pas. Et c'est ça, ce côté futuriste où ça a l'air vachement bien et on va avoir des outils hyper performants qui vont faire des trucs de dingue. Mais est-ce qu'au final, on va pas devenir des purs produits, de la pure info et du pur. C'est ça la problématique. Et je sais pas si éthiquement et mentalement, on est encore tous prêts à le faire. En 2050, sûrement, on aura déjà tout lâché, mais voilà, je sais pas. Ce que je veux dire. Alors il y a des aspects réglementaires déjà. Ouais. Donc ça, voilà. Il y a le législateur. Il y a le fait aussi qu'entre la version Google, pour reprendre ce géant du GAFAM, avec sa vision universaliste, mais très personnelle, Larry Page au départ c'est très bien, mais aujourd'hui, avec l'évolution qu'on a, on s'aperçoit quand même que derrière il y a des enjeux d'actionnaires, etc. Donc des moyens de pression, du lobbying auprès des institutions. La question est de savoir est-ce que les institutions vont tenir. Est-ce que c'est intrusif? Oui, forcément c'est intrusif. Mais même l'institution est une question. On peut se poser la question de l'État. On parle d'élection, on peut se poser la question de la légitimité aussi parfois des institutions à légiférer sur ces questions. On a vu des choses quand même aberrantes parfois aussi dans le sujet. Donc c'est une question très vague, très vaste. Je pense que en fait c'est vraiment une question d'approche personnelle et sur laquelle, c'est vraiment la question de tous. Peut-être que des groupes doivent se créer par rapport à ça. Je ne sais pas. Donc,
c'est vrai que le fait de travailler dans la com, c'est une prise de conscience encore plus grande, parce qu'on fouille le net pour savoir un peu toutes les tendances. Pareil, en travaillant dans les nouvelles technologies, je vois vraiment ce qui se fait et ce qui va se faire demain, et c'est vrai que c'est un peu flippant. J'ai aussi regardé la série Black Mirror, et ça aide aussi à prendre conscience de certaines choses. C'est vrai qu'on nous voit déjà tous avec les téléphones, à se prendre en selfie tout le temps sur Snapchat, dès pour tout et pour rien en fait au final. Donc on se dit que c'est déjà bien avancé. Donc voilà, après, à voir où est cette limite justement, et c'est une limite qui va aller des deux côtés, du côté des créateurs de ces technologies, et puis une limite morale, bien sûr, du côté des utilisateurs. Quelles technologies vont accéder. C'est vrai qu'il y a beaucoup de casques virtuels, on est content de les essayer, on essaye des casques devant les jeux vidéo, mais est-ce que au quotidien, porter ces casques limite tout le temps, pour faire à manger, avoir sa recette là devant les yeux, faire à manger facilement, est-ce qu'on est prêt pour ça? Moi personnellement, non, pas du tout. Pour rebondir dessus, de la data, effectivement, moi ça me défend. Pour dire un peu plus positif, ça me dérange pas d'en donner. Mais on en parle beaucoup de technologie, mais est-ce que peut-être pas l'innovation vient aussi par le contenu en fait? Juste pour rebondir pour Grand Lille TV, je suis sur le site, j'ai été regarder le site internet, j'ai pas plus, vous voyez, en termes d'expérience client ou de quelque chose où, voilà, c'est un échange, histoire d'être. Est-ce que c'est pas dans le contenu aussi que l'innovation va se faire dans les médias? C'est une catastrophe. Non, mais notre site est une catastrophe. On est encore à l'âge de pierre. Il est celui qui a été créé il y a 7 ans et on l'a pas remis. On est en train d'y retravailler justement avec le passage de la base def à la HD, Grand Lille, Grand Littoral. On a depuis un an, un peu plus d'1 an, on est également éditeur d'un journal qui s'appelait Direct Matin, qui s'appelle maintenant CNews Matin. Et quand vous regardez les nouvelles de CNews Matin, page Grand Lille, si vous regardez, vous voyez que c'est fait par les journalistes de Grand Lille. Mais on n'est pas encore bon, nous, là-dessus. On s'en rend bien compte. Petit à petit. Alors, mais c'est des investissements, si on veut être au taquet. Donc pour l'instant, on a des gens qui travaillent dessus, mais c'est vrai que il y a plein de choses qu'on souhaiterait faire. Nos journalistes souhaiteraient mettre en ligne les rushs, il y a plein de choses. Après, il y a les autorisations, et puis la technologie, puisqu'il faut investir pour avoir beaucoup de contenu. Il n'y a pas longtemps, quand on a démarré Grand Lille TV, on envoyait les contenus. Nos premiers journalistes, il y a 7 ans, refusaient d'écrire les textes, en disant non, nous on est journalistes télé, on n'est pas là pour écrire des textes. On est là pour faire du contenu, donc du verbal, des commentaires. On veut bien faire des montages, mais on n'est pas là pour écrire. On a de plus en plus des journalistes qui font de la télé, de la radio, de la presse, mais au départ, c'était pas gagné du tout, parce que ceux de radio voulaient pas passer à la télé. Je suis mal coiffé, j'ai pas le bon habit, je suis mal bronzé, j'ai pas de maquillage. Dans la radio, on vient d'installer maintenant des caméras, et on a 2 rubriques par semaine, ce qui est ridicule encore. Mais une rubrique agenda tous les week-ends et puis une rubrique musique. Mais petit à petit ça avance, mais c'est très long pour plein de raisons. Pour le coût, et puis les gens qui n'ont pas forcément envie d'évoluer, ceux qui étaient en radio qui disent moi je veux pas passer à la télé, ceux qui étaient à la télé qui veulent pas écrire dans le journal, ou qui disent bah si, mais moi je veux 2 salaires, 3 salaires, mais ils n'ont pas la capacité. Justement, j'avais une question pour vous. Quand vous parliez tout à l'heure de la recherche, du système de recherche Google qui est en train d'évoluer pour devenir de plus en plus personnalisé par les algorithmes et tout, est-ce qu'on ne va pas arriver en fait sur les trucs comme on voit dans les films où il y a une pub qui va s'adresser directement à la personne, qui va lancer son nom, son prénom, par exemple je sais que vous aimez ça, ça peut vous intéresser ça, ou des trucs comme ça, où on voit ce genre de trucs qu'on pensait il y a par exemple 5 ans, c'est impossible, et finalement on disait si on va commencer à avoir des recherches, où par exemple pour une histoire de transport, on va avoir un côté taxi G7 pour une personne et des vols Uber, parce qu'on ne va pas arriver à des trucs qui vont devenir de plus en plus personnalisés et personne n'aura jamais la même chose. C'est déjà le cas. Voilà, ça existe, sauf qu'il y a la réglementation qui protège encore en France sur le sujet. Oui, en
fait donc la destruction simplement du search en lui-même pour une proposition de l'information que vous aurez en fonction de votre univers référent, de ce que vous avez vécu avant. Alors ça c'est Black Mirror puissance 10. Donc vous êtes de tel milieu, donc vous aurez droit à telle chose, etc., etc. Ça, mais en même temps, ça implique un problème sur lequel même ceux qui proposent ce type de produit devraient réfléchir quand même, puisque il y a plusieurs lois, enfin un peu d'économie, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, c'est d'avoir au moins une information la plus universelle possible. Si tout le monde n'a pas accès de la même manière à l'information, la fluidité de l'information et son universalité permet en fait de créer de l'initiative, de la richesse finalement. Donc là, si on est tous casés voilà, dans notre propre jus, ça va pas être très intéressant. C'est le contrôle. Parce que justement, vous disiez que c'est un algorithme qui gérait ça en fait. Oui. Pour la recherche de Google. Oui. C'est un algorithme qui est connu. Au départ, c'est le PageRank. Voilà, il a évolué, il est devenu sémantique. Et puis maintenant, enfin demain, il est vocal. Il est déjà, mais il le sera encore plus. Enfin voilà, c'est. Et puis, voilà, donc c'est vraiment la question de RankBrain que j'évoquais tout à l'heure, donc qui est en fait un algorithme, enfin un filtre de l'algorithme qui s'intéresse à 15% en fait des requêtes de Google, détermine en fait, essaie d'associer en fait les mots qu'il ne comprend pas pour en créer du sens en fait, et donc derrière avoir une réponse la plus possible. Moi j'y vois deux aspects là-dessus. Un, Google est incapable de comprendre les langues jusqu'au bout, donc faisons évoluer les langues. Les langages, la manière de communiquer, quoi qu'il arrive, pour toujours avoir un petit peu d'impact par rapport à ça. 15% des requêtes, c'est quand même beaucoup, d'accord ? J'ai souvent l'habitude de dire quand même que c'est quand même, ça reste un robot, quoi, il est bête, quoi. Enfin, voilà. On a encore de la marge, en fait, pour se dire, bah voilà, ils n'ont pas encore tout gagné. Et la question est comment on va faire pour s'approprier ces géants à un moment ou à un autre. On va pas faire mon révolutionnaire, mais c'est vraiment, je pense que c'est une question sociétale sur laquelle il faudrait se pencher. C'est comment la société civile va faire pour récupérer, alors entre autres particulièrement Google et Facebook. Voilà. Mais alors, je pense au chatbot par exemple. Donc j'ai l'impression que du moins l'année 2016 a été très marquante en matière d'AI. Et est-ce que vous pensez que les médias un jour seront finalement uniquement robotisés? Est-ce que nous, les communicants, on va pas disparaître? Les journalistes, les présentateurs télé, ou bien même nous qui récoltons l'information. Est-ce que ça vous fait peur en fait? Moi, j'ai pas très peur là-dessus parce que aujourd'hui, la grosse difficulté que j'ai ressentie, que je vois, parce que moi je suis pas journaliste, mais je travaille avec beaucoup de journalistes, c'est on est sursollicité en permanence. On est sursollicité par les collectivités locales, mairies, départements, régions, communautés urbaines qui veulent tous nous abreuver de communiquer, les culturels, les associations, les initiatives personnelles, les syndicats, les partis politiques, des associations étudiantes. On a en permanence et on est incapable de gérer. Je crois qu'une fois on avait compté pendant une semaine, je crois qu'on reçoit 100 mails. On n'a plus de fax. Jusqu'à l'année dernière, on avait le Parti communiste qui nous envoyait encore des fax. Mais on reçoit une centaine de mails à la rédaction sérieux par jour d'information. On doit en traiter 18. Quand je dis en traiter 18, c'est les utiliser réellement, c'est-à-dire soit les mettre en fil info, soit aller faire un reportage, soit générer une interview. On en traite 18. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressantes, mais on se dit on n'arrivera jamais à traiter tout. Et il faut quelqu'un qui puisse choisir, le rédacteur en chef, sa conférence de rédaction, il faut quelqu'un qui a un discernement. Parce que dans la sursollicitation, la difficulté derrière, c'est qu'on a beaucoup de déçus.
tous les gens qui ont envoyé un communiqué ou qui ont donné une information, ils sont déçus. Que ce soit un événement, que ce soit un événement important qui s'est passé, qui va se passer, ils sont tous déçus. Et alors, pourquoi mon événement, mon expo de peinture, vous n'en avez pas parlé? Pas de chance, cette semaine-là, on a eu 10 expos de peinture qui se sont nés ou de sculpture. Et en général, la culture, c'est une des cases. Donc on a un peu de culture, un peu de sport, un peu de faits divers, un peu de politique, un peu d'économique, un peu de recherche d'emploi. Enfin, on essaye de toucher à tout, de sorties de films, on essaye de toucher à tout. Et on peut pas faire une semaine que du sport, on peut pas faire une semaine que c'est plus notre média. Nous, on essaye de toucher un petit peu à tout et d'avoir un petit peu, de faire un panorama de ce qui se passe. Ça change tout au long de la journée, ça change d'un jour à l'autre, ça change au fur et à mesure. Alors, idéalement, il faudrait que j'ai le double ou le triple ou le quadruple de journalistes, mais moi, je pense que le journaliste a encore sa part de discernement, et puis de ce que je vous disais tout à l'heure, de vérifier l'information, une information qui soit vraie, parce qu'il y a tellement d'informations fausses qui, après, on s'est trompé. Une information qui soit utile aux autres, et puis plutôt bienveillante, et nous on essaye dans nos médias d'avoir une information qui soit bienveillante, et on ne veut pas être dans la critique où on casse les gens en systématique. On a souvent des intervenants qui viennent en plateau et qui sont un peu tremblants, les sueurs et tout. On dit oh là là, le journaliste il est arrivé. Mais attendez, on n'est pas à Fogiel, on n'est pas Ardisson, on n'est pas Baffy ou Ruquier. Nous, c'est plutôt bienveillant. On est un média local, on s'adapte à nos intervenants locaux. Voilà. J'allais peut-être juste dire quelque chose, mais c'est vrai que ça demanderait beaucoup plus de personnes derrière pour écrire tout ça. Mais justement, avec tout ce qui se développe, est-ce qu'il n'y a pas tous ces sujets de conversation, par exemple toutes les expos de peinture, est-ce qu'elles ne pourraient pas demain tout avoir quand même leur article, leur contenu sur une plateforme qui serait toujours plus grandissante? Enfin, on aurait, je sais pas, un lien, et après on a dans la région tout ce qui se passe à ce niveau-là. Enfin, tout est... Comment? C'est possible. Après, il y a toujours les journalistes derrière qui doivent rédiger, donc il y a toujours l'humain qui est derrière. Mais c'est vrai que la question était de dire est-ce que l'humain sera plus là. Je pense que on aura bien sûr toujours notre place parce qu'on est créateur du contenu. Après, c'est vrai que ça fait un peu peur de se dire que le contenu pourrait se créer tout seul, et je sais pas si c'est possible. Mais... Je pense que c'est le problème qui est posé par les gros acteurs comme Google et Facebook, c'est-à-dire que leurs algorithmes, leurs modèles publicitaires ont contraint les créateurs à se mettre dans un mode de fonctionnement qui n'était au départ pas naturel. Et alors pour Google, c'est sur la presse que c'est assez flagrant. Je lisais récemment un article qui expliquait à quel point les dépêches de news de tous les médias étaient identiques. C'est-à-dire que je ne sais plus le pourcentage, mais il y a un pourcentage c'est quasiment la totalité des médias qui sont identiques. C'est-à-dire que c'est repris de l'AFP. Il y a simplement un travail SEO qui est mis en place, et puis après, c'est la course à la première place pour simplement générer du clic et de la publicité. Donc ça, je pense que la plupart des consommateurs que nous sommes de médias, ça va un moment, mais derrière ce qu'on attend, c'est une analyse, c'est un point de vue, une éditorialisation, et ça, un robot pourra, j'espère, ne jamais le faire, mais au moins pas à court terme. Et on perçoit la même chose sur Facebook, avec les pages qu'ils ont mises en place pour les marques et puis les médias. Là aussi, il y a eu un réveil qui a été assez brutal récemment, lorsque Facebook a modifié son algorithme sur la mise en avant des news. La plupart des médias se sont dit mince, on s'est fait avoir. C'est-à-dire qu'on est allé sur cette plateforme, ça nous a généré pendant un certain temps du reach, et puis aujourd'hui, comme l'algo a changé, on n'a plus de page vue, les gens viennent plus sur notre contenu. C'est-à-dire que Facebook s'est approprié, comme Google s'est approprié auparavant aussi le contenu, pour des visées purement financières. Donc je pense qu'il y a une réelle prise de conscience qui est en train de se faire des deux côtés, côté consommateur et côté producteur du contenu, et que certainement que les Facebook, Google, etc. vont réagir, mais à terme on aura une prise de conscience et un retour à des choses plus vraies et pas des choses robotisées.
Sur nos médias, nous on est des petits médias locaux et donc on n'est pas dans l'analyse. On va présenter les faits, on va prendre les faits, on va les présenter. On les présente pas tous, c'est impossible, on est incapable de le faire. Après, on le fait à un moment, au moment des élections, où on a un consultant qui va essayer de prendre un peu de recul et puis de raconter un peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé aux dernières élections, dans les autres régions, dans les autres zones, mais ça devient un investissement important et qui n'est pas forcément rentable, puisque on est une entreprise, on a des actionnaires, on a des comptes à rendre et on a des salaires à payer, donc il faut à un moment donné vivre. Hein. Je veux dire, l'actionnaire, il ne veut pas, pour la petite histoire, Grand Libre TV perd de l'argent depuis 7 ans. Donc j'ai de la chance parce qu'on a eu des actionnaires qui nous ont suivis et qui continuent à mettre au pot en disant on y croit, ça va marcher, on va y arriver, on perd de moins en moins, il y a une bonne audience. On est la meilleure audience de France sur une ville pour une chaîne de télévision locale, mais on perd encore de l'argent aujourd'hui. Donc c'est en voulant être innovant, en étant en basse définition, en ayant un site internet pourri. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour réagir à tout ce qui s'est dit, en tout cas durant la conférence? Du coup, je terminerai juste par dire qu'il faut en tout cas rester à l'affût de toutes ces nouvelles technologies, parce que justement, c'est en constante mutation. Il y a de la créativité, en tout cas, je pense en France en particulier, mais aussi à l'étranger. Et donc du coup ça reste à voir. Peut-être qu'on pourrait se donner rendez-vous en 2030 et puis comme ça on fera un petit constat. Bon, en tout cas on vous remercie de votre attention et bonne journée à vous.